Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte. Très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau live consacré à la saga du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui poursuit son parcours parlementaire. On ne peut plus périlleux, notre regard, notre obsession, comme toujours, vous proposer l'information la plus utile possible. Alors, on est ensemble pour 45 minutes. 45 minutes pour balayer plusieurs questions. À quoi ressemble ce texte après son passage au Sénat? Peut-on espérer une commission mixte paritaire conclusive ce soir? Quel sera l'impact des débats parlementaires sur le déficit de la sécurité sociale? Ces questions, mais bien sûr, évidemment, les vôtres, comme à chaque fois. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Je les attends en direct dans le chat. Dès à présent, nous essaierons d'y répondre en direct dès que possible. Avec moi aujourd'hui, autour de ce beau plateau, pour se projeter un peu sur la suite et tenter évidemment d'y voir un peu plus clair, 3 journalistes de Contexte les plus à même de vous éclairer. Pourquoi ? Parce qu'elles suivent déjà depuis plusieurs semaines le chemin de ce PLFSS. Aurélie Franc, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Aurélie, donc tu es journaliste pour notre édition Santé à Paris. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien écoutez, je vais vous parler aujourd'hui de cette journée qui est très particulière pour le PLFSS et puis plus largement des équilibres financiers et politiques autour de ce texte. Merci beaucoup Aurélie. Diane Poupeau, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Diane, tu es également journaliste pour notre édition Santé à Paris. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Diane ? Eh bien moi, je vais vous raconter comment ce PLFSS a donné des surfroides à l'industrie pharmaceutique sur fond en plus de dissensions dans le secteur. Merci beaucoup Diane. Et Justine Daniel, bonjour à toi. Bonjour à tous. Justine, également journaliste pour notre édition Santé. De quoi vas-tu nous parler toi aujourd'hui ? Oui, alors il y a un pan qui a fait beaucoup débat, c'est le sujet de la fameuse taxe sur les complémentaires santé et puis quelques sujets sur les dispositifs médicaux. Que tu suis tout particulièrement pour Contexte. Merci beaucoup à toutes les 3. On plonge tout de suite dans le cœur du sujet avec notre première partie intitulée Une périlleuse équation budgétaire. Évidemment, quelques éléments de calendrier en préambule. On l'a dit, donc le PLFSS termine juste aujourd'hui son examen au Sénat. Ça va se passer comment ? Par un vote solennel qui est programmé à 16h30 aujourd'hui dans la Chambre haute. Alors, on s'attend à ce que ce texte soit adopté. Je commence par me tourner vers toi, Aurélie, parce que ça peut paraître un peu paradoxal. On s'attend à ce que ce texte soit adopté à 16h30, mais ce qui va évidemment nous intéresser et intéresser nos auditeurs, c'est cette fameuse commission mixte paritaire qui va se réunir dans la foulée de ce vote à 19h30 aujourd'hui. L'objectif, c'est quoi ? On le rappelle comme toujours, pour ceux qui ne suivent pas avec autant d'acuité la vie parlementaire. C'est évidemment d'aboutir à un compromis en fait entre l'Assemblée et le Sénat. Alors quelle est la tendance, Aurélie, toi qui suis vraiment ce texte d'un point de vue un peu macro, est-ce qu'on s'attend à ce qu'elle soit plutôt conclusive ou pas ? Oui, alors déjà effectivement tu fais bien de le rappeler Lucille, donc les commissions mixtes paritaires c'est un moment très important dans la vie des textes, de tout texte parlementaire. C'est des commissions dans lesquelles se réunissent donc 7 députés et 7 sénateurs. L'objectif c'est évidemment de se mettre d'accord sur une copie commune. Donc depuis les élections législatives anticipées de 2024, l'équilibre est quasiment parfait en fait entre ces commissions mixtes paritaires parmi les groupes. Donc on a le bloc central, le bloc plutôt à gauche et la droite, notamment au Sénat avec une majorité sénatoriale plus importante. Tu me posais la question de est-ce que ce serait conclusif ou pas. Alors on s'oriente pas tellement vers une commission mixte paritaire conclusive ce soir. Voilà, j'ai cassé le suspense immédiatement. Dans les couloirs de l'Assemblée du Sénat hier, d'ailleurs, personne ne misait là-dessus. On était plutôt de savoir combien de temps elle durerait pour arriver au constat que députés et sénateurs n'étaient pas d'accord. Et donc ça variait les paris entre la minute, l'heure, voilà. Mais on s'oriente pas du tout vers un accord dans cette commission. Il y avait une citation intéressante dans un papier qui est publié d'ailleurs dans le briefing de Santé ce matin. Je crois. Alors, est-ce que c'était une députée ou une sénatrice qui nous disait... Une source parlementaire. Une source parlementaire, on ne dira pas laquelle, qui nous disait en résumé, on va prendre le temps de se dire bonjour et puis c'est à peu près tout, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, qui nous plante un peu le décor. Alors, est-ce qu'on peut dérouler un petit peu avec toi, Aurélie, ce qui bloque concrètement dans cette CMP, en tout cas un peu les gros nœuds?
Les gros nœuds, c'est assez... le constat est assez simple. En fait, la copie de l'Assemblée nationale et du Sénat sont trop éloignées. Et donc, sénateurs et députés ne parviennent pas à se mettre d'accord. Alors, la copie sénatoriale, donc, comme tu l'as rappelé, il y a un vote solennel cet après-midi sur le PLFSS. Le Sénat se rapproche davantage de la copie initiale qu'avait déposée le gouvernement, excepté évidemment le point le plus politique du débat de ce texte, en tout cas au niveau macro, qui est le sujet de la suspension de la réforme des retraites, qui avait été introduit par Sébastien Lecornu dans le projet de loi initial, qui avait été adopté par les députés, mais rejeté par le Sénat. Au-delà de ça, la copie du Sénat est plutôt proche de celle de la copie initiale du gouvernement, et l'Assemblée, elle, s'en était plutôt éloignée. Et donc on a comme ça, outre le débat sur la réforme des retraites, plusieurs points sociaux sur lesquels il y a des gros enjeux. Alors, à gros traits, il y a 2-3 mesures sociales. Donc, je vous parlais des retraites. Il y a également la hausse de la CSG sur les revenus du capital, donc qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale, donc qui était un amendement de la gauche, qui a été rejeté par le Sénat. Et il y avait 2 mesures qui étaient dans la copie initiale du texte. Donc la première sur le gel du barème de la CSG pour certains revenus. Les sénateurs, donc l'Assemblée l'avait rejeté, les sénateurs l'ont rétabli pour 2026. Et il y avait également le gel évidemment des prestations sociales, qui est un sujet qui a grandement fait débat hier soir encore au Sénat, qui a été rétabli d'ailleurs par le Sénat. Donc ça, c'est 4 gros points d'achoppement entre les 2 chambres, et c'est vraiment des mesures sociales assez importantes. Alors, je m'aperçois que tu as parlé assez rapidement de la composition de cette CMP. Oui. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus peut-être sur les personnalités qui sont autour de la table, qui va se retrouver un peu dans cette boîte noire, qui reste une boîte noire, une CMP, évidemment, les journalistes n'y ont pas accès, on se contente d'avoir les infos à l'issue. C'est ça. Mais ça peut donner une idée de la tendance, en tout cas des rapports de force qui vont être en œuvre à ce moment-là. Tout à fait. Alors une CMP, c'est composé donc 7 députés, 7 sénateurs, ça je l'ai rappelé. C'est forcément, donc on a les présidents des commissions qui, en tout cas dans le cadre du PLFSS, les présidents des commissions des affaires sociales, donc Frédéric Valletoux de Horizon pour l'Assemblée nationale et Alain Milon actuellement pour les Républicains du côté du Sénat. On a les 2 rapporteurs généraux du texte, donc Thibault Bazin pour Droite républicaine à l'Assemblée nationale et Elisabeth Doineau pour Union centriste au Sénat. Donc ça, c'est les 4 grandes figures voilà, de cette CMP. Et au-delà de ça, on a en fait la représentation finalement des 2 chambres. Donc par exemple, au Sénat, qui a une majorité de droite, elle a 3 sénateurs LR qui sont présents dans la commission mixte paritaire. Voilà, il y a 2 socialistes, l'Union centriste, donc c'est représenté par Elisabeth Doineau, et un représentant du camp présidentiel. À l'Assemblée nationale, c'est un peu plus éclaté au regard de ce à quoi ressemble l'Assemblée aujourd'hui. Donc il y a 2 députés RN qui seront présents. Donc c'est Christophe Benz et Joël Mélin. Ensuite, donc pour le socle commun, il y a Horizon et la droite républicaine. Donc je vous disais Frédéric Valletoux pour le premier et Thibault Bazin pour le second. Et en gros, il reste 3 places pour la gauche, pour cette CMP en tout cas, un socialiste, un LFI et un écologiste. Merci beaucoup Aurélie pour ce cadrage de cette journée qui s'annonce évidemment palpitante et qu'on va suivre pour vous. Chez Contexte, je me retourne vers Justine pour évoquer un autre sujet bloquant. Alors, on a remarqué, vous l'avez remarqué en suivant ce débat, parce qu'évidemment, c'est vous qui d'abord l'avez suivi plus que moi, que les sujets santé n'étaient pas vraiment ceux qui crispaient le plus, sauf peut-être un qu'on a soulevé ensemble avec toi, Justine, la question de la taxe sur les complémentaires santé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a bloqué, de quoi il en retourne ? Oui, tout à fait. Alors sur ce sujet, en effet, les copies qui ont été rendues par l'Assemblée nationale et le Sénat sont vraiment antagonistes. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il faut bien rappeler que ça fait maintenant presque 1 an qu'on parle de cette fameuse taxe qui est liée en fait à une annonce qui avait été faite par le gouvernement, mais en 2024, de basculer 1 milliard d'euros de dépenses sur le médicament aux complémentaires santé, donc d'augmenter le ticket modérateur de 1 milliard d'euros. Une annonce qui a été faite, mais sur laquelle le gouvernement a finalement reculé. Mais désormais, il avance que les complémentaires santé ont déjà intégré
ce milliard d'euros dans les cotisations des usagers, et donc que finalement les gens ont déjà payé aux complémentaires santé ce milliard d'euros, et ils comptent bien, par le biais de cette taxe, récupérer cet argent pour l'assurance maladie. Donc voilà, et puis donc les sénateurs ont été convaincus par cet argument. Pour eux, c'est une recette qui est, donc, comme on l'a dit, de plus d'1 milliard d'euros, donc qui considèrent qu'il est nécessaire d'intégrer au texte, tandis que les députés, pour eux, en fait, il y a un risque non négligeable que s'il y a une taxe supplémentaire en 2026 sur les complémentaires santé, exactement, ça soit quand même répercuté encore sur les usagers. Sur les usagers. Donc, ça a justifié que l'Assemblée nationale, de façon quasiment unanime, en fait, rejette totalement cette taxe. Un cas d'école de désaccord entre l'Assemblée et le Sénat qu'on comprend bien grâce à toi. Merci beaucoup, Justine. Donc, sur les mesures santé, elles sont finalement moins clés. Bon, celles que vous avez particulièrement suivies autour de cette table dans ce débat, elles font plus consensus ? Alors, je n'irais pas dire jusqu'à qu'elles font plus consensus, parce qu'il y a des désaccords tout de même sur certaines mesures, mais il y a eu parfois, en effet, des accords. Ça a été, par exemple, le cas du rejet de l'extension du périmètre des franchises, et donc, en fait, le fait d'ajouter une nouvelle franchise sur les dispositifs médicaux, ou alors la participation forfaitaire sur les actes chirurgicaux des dentistes. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Je vais commencer à prendre une première question d'Alexandra. Merci beaucoup de poser vos questions. N'hésitez pas, hein, allez-y, on les prendra en direct en tant que possible. Alors, question d'Alexandra qui concerne un sujet évidemment clé du PLFSS. Bon, que le pôle santé ne suit pas de manière aussi fine que, par exemple, notre pôle pouvoir, mais on peut peut-être essayer quand même de donner deux, trois éléments de réponse. Alexandra qui nous demande si, concernant le décalage des retraites, les générations 64-65 vont être concernées. Alors, est-ce qu'on peut peut-être juste rappeler ce qu'il y avait dans l'amendement du gouvernement, à minima, parce que bon, on comprend que c'est quand même très flottant et que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de possibilités de voir ce qu'il en sera à l'issue du chemin parlementaire de ce texte. Non, déjà, enfin, pour répondre, c'est effectivement les années qui étaient supposées être concernées. Pour l'instant, la suspension est ni actée ni détaillée. Oui, enfin, j'ai suivi évidemment l'entrée dans les lettres de cadrage, mais c'est vrai qu'il y a eu des discussions autour des différentes modalités de suspension, et notamment ce que signifiait vraiment une suspension de la réforme des retraites et des générations concernées. Mais j'ai pas plus d'informations à ce stade là-dessus, si ce n'est que le débat est davantage sur l'existence ou pas d'une suspension pour les années à venir jusqu'en 2028. Ouais, on n'est pas encore dans ce niveau de détail et qui est bien difficile de dire aujourd'hui, à l'heure où on parle, ce qu'il en sera effectivement de cette suspension. C'est un des enjeux, vous vous en doutez, clés pour le gouvernement. Mais merci beaucoup pour votre question, Alexandra, et je crois qu'on vous a répondu également dans le chat, puisque l'équipe santé est aussi dans le chat de ce live, et donc est à même de vous amener des éléments complémentaires. Je me tourne vers toi, Diane, pour avancer un petit peu sur cette journée encore, test. On va pas se mentir. Concrètement, ce serait quoi les conséquences d'un échec ? Parce qu'on va de cette CMP, on va pas se mentir, c'est un peu vers ça qu'on s'oriente. On le comprend en écoutant Aurélie, on le comprend en écoutant Justine. Donc, qu'est-ce qui se passe si la CMP, c'est juste un bonjour et puis chacun retourne chez soi ? Qu'est-ce qui se passe après ? Effectivement, il y a très très peu de suspense. Alors, finalement, le texte va retourner dans une navette parlementaire on ne peut plus classique. Il va repartir à l'Assemblée nationale très très rapidement, dès cette semaine en commission des affaires sociales, avant de retourner au Sénat, là aussi pour une nouvelle lecture, et de revenir à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot pour une lecture définitive. Là, il faut préciser que les délais sont contraints. Il faut que le texte soit impérativement adopté avant le 31 décembre, sachant que durant ce laps de temps, il faut que le Conseil constitutionnel ait le temps de se prononcer. Généralement, je parle sous le contrôle de Justine Aurélie, ça prend une grosse semaine. Donc voilà, il faut que ça puisse rentrer. Si les parlementaires arrivent à adopter un texte, et ben là, le texte est promulgué. Il y a une LFSS pour 2026 et champagne. Ce qui peut aider, c'est ce qu'on appelle la règle de l'entonnoir, c'est-à-dire que les parlementaires ne vont pas pouvoir proposer de nouvelles mesures. Donc, de facto, il y aura moins d'amendements et donc les délais d'examen vont aussi s'en trouver réduits.
Mais s'il n'y arrive pas, et ben là, on retombe dans le scénario de l'année dernière avec l'examen et le vote d'une loi spéciale. Merci beaucoup, Diane. C'est très clair pour les prochaines étapes. Alors, une chose qu'on n'a pas abordée, mais qui peut être intéressante quand même pour entrer dans cette journée, c'est de faire un point avec toi, Aurélie, encore sur les chiffres. Alors, un petit rappel. Après l'examen à l'Assemblée, évidemment, vous me corrigez si je me trompe, mais on avait un déficit prévisionnel de la sécurité sociale qui s'établissait à plus de 24 milliards d'euros pour 2026. On était déjà un petit peu hors limite. Qu'en est-il après le passage au Sénat? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à 11h, à l'heure où on parle à nos auditeurs ce matin? Écoutez, pour remettre un petit peu dans son contexte, c'est la copie initiale du gouvernement. Elle prévoyait 17,5 milliards d'euros de déficit pour l'année 2026, donc toutes branches confondues, branche maladie, branche vieillesse, voilà. Pour la branche maladie, c'est quand même 12,5 milliards à elle, enfin, voilà, pour la branche maladie. Bien conséquent. Voilà, bien conséquent. Et après le passage à l'Assemblée nationale, on était effectivement à près de 24 milliards d'euros de déficit. Et là, donc au Sénat, hier soir, c'est Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, qui a redonné les derniers chiffres. Le Sénat a ramené la copie du texte à 17,6 milliards. Donc on est passé de 17,5, 24 et là 17,6 milliards d'euros. Donc on se rapproche à la fois dans les mesures de la copie du gouvernement, mais également dans les perspectives financières. Alors juste je fais une petite précision, parce qu'il y a des subtilités toujours un petit peu dans les chiffres, voilà, dans les grands équilibres, notamment dans les versions Assemblée nationale et Sénat. Je pense notamment à des mesures de transfert qui ont été adoptées, voilà, de transfert entre organismes de sécurité sociale et autres organismes ou États, qui peuvent mener à des chiffres qui augmentent ou qui diminuent, mais ça forcément c'est voilà, nous on a les chiffres globaux des équilibres du texte. Ok, super, voilà. Merci Aurélie. On peut peut-être rappeler aussi qu'il y avait une sorte de chiffre couperé, hein, oui. Un peu des lignes rouges qui avaient été fixées pendant le débat par la ministre de la Santé Stéphanie Rist. Elle a répété pendant le débat en matière de déficit. C'était quoi ce chiffre couperé? Eh ben, c'était 20 milliards d'euros de déficit, donc maximum. Ça a été redit hier par la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Là encore, c'est pas vraiment une subtilité, mais ce 20 milliards d'euros, en fait, c'est le déficit du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est le déficit à ne pas dépasser selon le gouvernement. Mais s'il y a une copie, en cas de copie globale, si tant est qu'il y en ait une, pour le PLF, PLFSS et notamment le projet de loi de fraude qui fait partie un peu de ce débat budgétaire, c'est Amélie de Montchalin qui avait rappelé, qui rappelle régulièrement, le gouvernement rappelle régulièrement que l'objectif c'est de ne pas dépasser, de ramener le déficit en dessous de 5% du PIB. Donc c'est un peu deux chiffres qui sont corrélés les uns aux autres. Et voilà. Et je crois me souvenir que si on dépassait les 20 milliards d'euros, il y avait quand même cette menace, je ne sais pas si on peut la qualifier de menace, mais de passer par décret. Ouais. Pour réduire un petit peu la note, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'il y a quelque chose auquel les parlementaires n'ont pas accès et qui est à la seule main du gouvernement, c'est effectivement tout ce qui est mesures réglementaires. Donc dans le cadre du débat du PLFSS, la ministre Stéphanie Rist l'a redit à plusieurs reprises. Elle a à la main notamment un décret qui a déjà fuité, qui vise à augmenter les franchises médicales et participation forfaitaire. Voilà, à la fois les plafonds et les franchises en tant que telles. Et l'idée de la ministre, c'est de dire, en fonction de là où atterrira la copie, on verra un peu ce qu'on va faire de ces mesures réglementaires-là. Et en budget initial, le gouvernement avait intégré ces mesures réglementaires et c'est des recettes de la sécurité sociale supplémentaires à hauteur de 2,3 milliards d'euros, donc c'est pas négligeable. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces précisions. Je continue à prendre vos questions. 2 questions. De Gabriel, une un peu concrète sur l'avenir de ce texte. Gabriel qui nous demande quelle version du texte va arriver à l'Assemblée en cas de CMP non conclusive. Si l'une de vous peut répondre à Gabriel, voilà, après ce soir. Quelle version du texte vous retrouvez les députés ? Normalement, celle du Sénat. Normalement, celle du Sénat. Voilà la réponse d'Aurélie. Et une autre question de Gabriel. Je ne sais pas si on peut apporter une précision. Gabriel qui nous demande
Quel avenir semble se dessiner pour les contrats responsables dans le cadre de l'examen du PLFSS actuel ? Je ne sais pas si quelqu'un peut lui répondre. Justine, je te vois hocher la tête. Je me tourne naturellement vers toi. Oui, alors sur ce sujet, donc c'est pas directement dans le texte non plus. Ça a été en effet annoncé par le gouvernement lors de la présentation du texte, mais c'est un débat qui doit avoir lieu donc plus tard sur justement la redéfinition des garanties prises en charge dans le cadre de ce contrat responsable. Et on ne sait pas encore à quel moment le débat aura lieu, dans quel cadre. On n'a pas encore d'éléments de précision sur ce sujet, hormis le fait que donc, le directeur de la sécurité sociale avait indiqué, donc c'est l'objet d'une brève dans le contexte, que l'idée c'était de compenser des transferts de charges qui doivent avoir lieu l'année prochaine à hauteur de 400 millions d'euros de l'assurance maladie obligatoire aux complémentaires santé. Donc voilà, par un mouvement de redéfinition des garanties, ça doit permettre de compenser ces transferts. Merci beaucoup Justine pour cette réponse à Gabriel. J'espère qu'on vous a aidé à y voir plus clair sur ces 2 points. Pour aller plus loin, avant d'entamer notre deuxième partie, je vous recommande évidemment 3 articles de contexte santé, comme toujours. Comment se prépare le budget de la Sécu, le grand jeu de loi du PLFSS. Alors là, c'est vraiment, si vous avez envie de vous replonger dans tout ce jeu de loi qui est le parcours de la sécurité sociale du PLFSS, toutes les étapes, y compris celles qu'on vit en ce moment, à quoi il faut s'attendre, par où on débute, comment ça se termine. Alors évidemment, on est toujours sur de la théorie quand ça se passe un petit peu bien, ce qui est rarement le cas ces dernières années. Cet article qu'on vous partage dans le chat. Autre article que je vous recommande, les maîtres d'œuvre du PLFSS pour 2026, pour identifier vraiment qui sont les parties prenantes, qui sont les grands noms de ce PLFSS 2026 qui contribuent à le faire. Et enfin, le tout petit nouveau, celui de ce matin, concocté par le pôle santé après la fin de l'examen au Sénat. PLFSS, la nouvelle lecture sera décisive, ce qui vous donne déjà une idée assez claire de ce qui vous attend dans les jours à venir. On vous partage évidemment le lien dans le chat. Tout ça concocté par la rédaction de Contexte Santé. Merci à elle. Les ingrédients d'une copie complexe, c'est l'objet de notre deuxième partie. On va rentrer un petit peu plus dans le détail des mesures embarquées par ce texte après ce cadrage macro sur le champ d'expertise, toujours des journalistes qui sont avec nous en plateau. N'hésitez pas à leur adresser vos questions. On va parler des industriels avec toi, Diane, puisque ça fait partie de ton champ de couverture éditoriale de l'actualité que tu suis tout particulièrement. Comment les industriels ont cheminé à travers ce texte, comment ils ont accueilli peut-être cette version finale, par quels états sont-ils passés ? Parce que en t'entendant en teaser, je me suis dit, il y a eu un peu toutes les étapes de la montagne, quoi. On est monté, on est redescendu, on est monté, on est redescendu, ça a fait un petit peu des pics. Exactement, moi je vais me concentrer sur les industriels du médicament et effectivement pour eux cette année ça a été un petit peu les montagnes russes. Et même avant la présentation du texte, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Il faut déjà préciser que cette année, le PLFSS est particulier pour ce secteur-là parce qu'il contient des réformes structurelles. Et ça faisait quelques années que ça n'avait pas été le cas. Et il y a 2 dispositions qui ont concentré les inquiétudes de l'industrie. La première, c'est une réforme de la régulation du secteur avec la création d'une nouvelle contribution sur le chiffre d'affaires à côté de la clause de sauvegarde. Et la deuxième réforme, c'était une réforme j'en parle au passé, une réforme de l'accès précoce. L'accès précoce, peut-être pour les personnes qui ne sont pas familières du médicament, c'est un dispositif d'accès dérogatoire au marché qui permet aux médicaments d'arriver sur le marché plus rapidement. On peut pour l'instant évacuer cette réforme-là parce que le gouvernement a, dès l'Assemblée nationale, dit qu'il allait la reporter via un amendement, le temps de faire une concertation avec les acteurs. Donc peut-être dans un autre PLFSS, dans un autre véhicule législatif à inventer, on ne sait pas encore. Il y a très peu de textes législatifs en santé, donc c'est vrai que généralement, surtout dans le médicament, tout passe par le PLFSS, donc on peut imaginer que ça atterrira dans le PLFSS l'an prochain. Donc reste la réforme de la régulation, et à ça s'est ajouté l'examen à l'Assemblée nationale où les députés ont adopté des amendements que l'industrie du médicament n'a guère goûté. Le premier amendement, c'est l'exclusion des médicaments génériques, des biosimilaires et des médicaments hybrides de la contribution sur le chiffre d'affaires et de la clause de sauvegarde.
ce qui est un irritant pour une partie de l'industrie pharmaceutique. Et un autre amendement, alors là c'était un petit peu la cerise sur le gâteau que personne n'a vu venir, un amendement écologiste qui prévoit la publication tous les ans des prix nets des médicaments et des remises. Alors aujourd'hui, c'est des informations qui sont couvertes par le secret des affaires. On a une idée du montant global, mais on n'a pas les montants par médicament et par laboratoire. Donc après cet examen à l'Assemblée nationale et le vote de ces amendements, branle-bas de combat dans l'industrie. Le LEM, qui est le lobby et le syndicat du secteur, a convoqué un dimanche soir une conférence de presse pour dire attention, danger. C'est assez rare, on l'imagine. Ça fait 3 ans que je couvre le secteur, j'avais jamais vu ça. Donc ça dit déjà quelque chose. Les jours suivants, quasiment tous les lobbies du médicament ont pris position, là aussi pour faire part de leurs inquiétudes. Finalement, on a quasiment entendu tout le monde, même des acteurs qu'on entend assez peu, comme les laboratoires japonais, qui sont généralement très discrets. Là, ils ont pris la parole pour dire ça peut être dangereux. Finalement, les seuls qu'on n'a pas vraiment entendus, c'est les génériqueurs qui bénéficiaient d'un des amendements. Et alors, où on en est au Sénat. Finalement, le gouvernement a fait le choix du compromis. Il a proposé un amendement qui a été adopté par les sénateurs, qui a été négocié avec les députés, la majorité sénatoriale et le LEM. Et alors, je ne vais pas entrer dans les détails de cet amendement qui est finalement assez long, mais il prévoit notamment l'exclusion des génériques de la contribution et de la clause de sauvegarde, mais pas des biosimilaires. Il prévoit un taux différencié de contribution pour les laboratoires qui font moins de 50 millions de chiffre d'affaires par an. Et il prévoit aussi que la contribution ne sera pas calculée en tenant compte des remises, ce qui était une demande importante des laboratoires qui fabriquent des médicaments nouveaux. Donc cet amendement a été adopté. On ne peut pas préjuger de ce qui va devenir dans la suite de la lecture, mais ce qu'on peut dire et qui est intéressant, c'est que depuis hier, on assiste un petit peu à une bataille d'arguments entre les différents pans de l'industrie, où on a vu d'un côté le LEM et l'Agifarm, qui fédèrent les laboratoires américains implantés en France, qui ont interpellé les parlementaires pour leur dire trouver un compromis et pour pérenniser cet amendement de compromis. De l'autre côté, on a eu l'AMLIS qui a elle aussi publié sur LinkedIn un post en disant ce compromis, ce n'est pas un bon compromis, il ne protège pas les petites entreprises. L'AMLIS, ça représente les PME et les entreprises de taille intermédiaire du secteur. Ça ne protège pas ce type d'entreprise et ça ne protège pas les entreprises françaises. Donc, on en est là. Voilà, je pense que l'échange d'arguments va continuer jusqu'à la fin de l'adoption, de l'examen du texte. Merci beaucoup, Diane. Un bon cas d'école de lobbying, vraiment au cours de l'examen de ce PLFSS. Malgré l'incertitude, finalement, il y a quand même des choses qui se jouent, qui se dessinent, qu'on observe. Je te remercie pour ce point. Je vais prendre la question de Constance tout en continuant à les adresser un petit peu au fil de l'eau. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Constance qui nous demande des nouvelles de l'article 23 et du maintien ou non de la PSC dans la fonction publique hospitalière. L'article avait été supprimé, nous dit Constance, à l'Assemblée, remis au Sénat. Sa mise en place décalée à 2027 au lieu de 2026. L'Assemblée, en dernière lecture, dernier mot, pourrait-elle resupprimer l'article 23 ? Là aussi, on est un peu dans un cas d'école de la navette parlementaire en cas de PLFSS troublé, quoi. Si je me tourne vers toi, Aurélie, parce que je pense que tu peux apporter des précisions. Non, effectivement, ça a été supprimé par l'Assemblée nationale et rétabli. Donc, l'objectif du gouvernement au tout début, c'était de reporter cette réforme à 2028. Parmi les arguments, il y avait l'impréparation, le fait que la réforme n'était pas prête, globalement. Les députés ont fait le choix effectivement de supprimer le décalage de cette réforme, argumentant que la fonction publique hospitalière est l'une des dernières à ne pas bénéficier de ce qu'on appelle donc la protection sociale complémentaire, qui est le fait pour la fonction publique de participer à 50% à la complémentaire de ses agents et de proposer du coup des complémentaires collectives à ses agents. Le Sénat du coup, au cours du week-end, si je me trompe pas, quelque part dans le week-end, je vous avoue que voilà, à force on s'y perd un peu, et c'est bien normal. A décidé de ne pas décaler donc à 2000. Donc les députés avaient supprimé, donc obligeant le gouvernement à mettre en place cette réforme au 1er janvier 2026. Les sénateurs ont été plus arrangeants, on va dire, plus souple avec le gouvernement. C'est un amendement de la rapporteure de la branche maladie, Corinne Imbert,
qui a décalé au 1er janvier 2027, du coup, la mise en place de cette réforme. Et donc, après, pour répondre à la question, dans le cadre d'une navette parlementaire, le débat est relancé à chaque lecture, finalement, jusqu'à une lecture potentiellement définitive, mais ça, on va voir ça dans la 3e partie, sûrement, oui. par l'Assemblée nationale. Et donc, la réponse, c'est toujours que l'Assemblée nationale a le dernier mot si elle décide de suivre le chemin qui était le sien au départ. Voilà. S'il n'y a pas de CMP, enfin, s'il n'y a pas d'accord en CMP, où là, effectivement, on aurait une lecture des conclusions de la CMP, effectivement, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui a tendance à prévaloir. Merci beaucoup Aurélie pour cette réponse à Constance, et merci Constance pour votre question. Merci à Diane de nous avoir parlé de l'industrie. Je vais me tourner vers Justine à présent, qui a beaucoup suivi la question des dispositifs médicaux dans ce texte, notamment un sujet que tu suis avec acuité. Qu'est-ce qu'on a noté en la matière? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce débat en attendant la CMP? Oui, tout à fait. Alors, comme l'a bien expliqué Diane, pour l'industrie pharmaceutique, c'était un texte structurant, mais c'est beaucoup moins le cas pour donc le secteur des dispositifs médicaux. Mais bon, il y a un sujet clé qui est quand même intéressant de noter, c'est puisque ce PLFSS fixe le fameux montant Z, donc quelques éclaircissements avant d'aller plus loin. Donc c'est le fameux montant à partir duquel se déclenche la clause de sauvegarde pour les dispositifs médicaux. Alors on rappelle que ça concerne les dispositifs médicaux qui ne sont pris en charge par l'assurance maladie qu'au-delà de ce qui n'est pas déjà pris en charge par les établissements de santé directement. Voilà, et c'est globalement les dispositifs médicaux implantables essentiellement. Voilà, et donc les fabricants de dispositifs médicaux doivent passer à la caisse si les montants remboursés par l'assurance maladie dépassent ce fameux montant Z. Voilà, donc il a été fixé à un certain niveau pour 2025 et 2026 par le texte, donc c'est 2,26 milliards pour 2025 et 2,29 milliards pour 2026, mais c'est pas tant l'élément intéressant que le fait que cette clause de sauvegarde ne s'est jamais encore déclenchée pour le secteur des dispositifs médicaux. Or, selon des hypothèses qui sont proposées du côté des industriels, ça pourrait être le cas si le montant tel qu'il est fixé par le PLFSS pour 2025 n'est pas modifié. Donc, à l'Assemblée nationale, le rapporteur général Thibault Bazin a essayé de faire voter un amendement qui permettrait d'augmenter ce montant de 100 millions d'euros pour du coup éviter ce déclenchement. Mais ça n'a pas été adopté par les députés, mais par la suite, ça l'a été par les sénateurs en séance, qui donc ont accepté ce relèvement de 200 millions à la fois pour le montant de 2025 et de 2026. Donc désormais, le sujet est de nouveau sur la table pour la CMP, probablement non conclusive, et la seconde lecture. Donc à suivre. À suivre parmi les sujets que tu suis avec acuité. Justine, merci beaucoup. Un petit mot peut-être quand même de l'ONDAM, l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, histoire de remettre peut-être un peu l'église au milieu du village, de rappeler quels sont les enjeux de ce sujet. On avait remarqué qu'à l'Assemblée nationale, la discussion s'était arrêtée juste aux portes du vote de l'article 49 qui porte précisément sur cet objectif national de dépenses. Au Sénat, comment ça s'est passé? Où est-ce qu'on se situe à l'heure où on parle? Qu'est-ce qui est important de savoir sur l'ONDAM, qui est un des objets du débat, évidemment? Aurélie? Alors qu'il a été supprimé par les sénateurs en 2026. Voilà. Donc voilà, je vais quand même rappeler quelques petits éléments avant ça. Donc l'ONDAM, c'est un objectif national de dépenses d'assurance maladie. Donc l'article 49, comme tu le rappelais très bien, c'est celui qui fixe cet ONDAM pour l'année 2026. Donc c'est un objectif à ne pas dépasser. C'est pas comme au budget de l'État où on peut se dire que une fois qu'on a fini les crédits, c'est terminé. Là, c'est vraiment quelque chose vers lequel on tend, un ONDAM. Voilà, ça c'est un premier point. Et la deuxième point que je voulais rappeler, c'est que effectivement les députés et sénateurs ne peuvent pas rallonger l'ONDAM. Ils n'ont pas les compétences pour le faire, puisque ça viendrait alourdir la charge du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc tous les ans, il y a un peu des jeux comme ça de députés et de sénateurs qui déposent des amendements
notamment pour rallonger l'Ondam hospitalier, puisque cet Ondam est divisé entre les soins de ville, les soins hospitaliers, l'autonomie, enfin voilà, il y a plusieurs sous-catégories. Donc ils augmentent une partie pour en diminuer une autre, en faisant jouer un petit peu, à chaque fois en déposant des amendements et en expliquant pourquoi ils aimeraient bien que cet Ondam soit rallongé à cet endroit-là, mais c'est au gouvernement de prendre la décision finale, de dire écoutez, je rajoute tant de millions, voire milliards souvent d'euros, puisqu'effectivement, donc l'Ondam pour 2026, dans la copie initiale du gouvernement, c'était 270,4 milliards d'euros. Et au cours du débat, donc comme tu l'as très bien rappelé, à l'Assemblée nationale, le gouvernement a fait le choix de rallonger cet Ondam d'1 milliard d'euros. Voilà, mais les députés n'ont pas pu l'adopter in fine, mais ils ont quand même adopté l'amendement dans lequel il y avait ce milliard d'euros supplémentaire qui avait été du coup déposé par le gouvernement. Ça vise notamment à rallonger l'enveloppe pour les hôpitaux, mais également à financer donc le grand programme de Sébastien Lecornu de France Santé, voilà, qui fait également partie du texte et qui a été pas mal discuté, notamment au Sénat. Donc à l'Assemblée, il n'y a pas eu le temps de voter cette rallonge, et au Sénat, malgré cette rallonge de l'Ondam, les sénateurs ne sont pas montrés convaincus. Donc Corinne Imbert, qui est la rapporteure de la branche maladie, a dit ça paraît intenable, incohérent et globalement insincère. Donc d'où le rejet, ça n'aura pas suffi. D'où le rejet de cet Ondam, voilà, mais qui fera aussi l'objet sûrement de discussions à nouveau à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Aurélie, avant de clore cette deuxième partie et de vous parler évidemment de la suite, de vous rappeler ce qu'on attend en fait de la suite de ces échanges parlementaires, je me retourne vers Justine pour évoquer la santé numérique rapidement, puisque ça fait partie des sujets que couvre Contexte Santé. Et là aussi, ce PLFSS, il prévoyait d'ouvrir un certain nombre de champs. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est aujourd'hui sur les deux copies, certes différentes, qu'on a à date, mais qu'en est-il sur la santé numérique ? Oui, tout à fait. Alors, il y a un sujet en particulier qui a fait particulièrement débat entre les deux chambres, et ça concerne donc le fameux dossier médical partagé, le carnet de santé numérique des Français que les usagers peuvent consulter via le fameux Mon Espace Santé, dont on entend de plus en plus parler. Et donc, il y a un article, en fait, dans ce texte qui prévoit de sanctionner les professionnels, sanctionner financièrement les professionnels et les établissements de santé qui ne versent pas suffisamment les documents médicaux qui sont censés verser dans ce fameux dossier médical partagé. Donc évidemment, ça a été plutôt mal accueilli par les professionnels de santé. Une contrainte de plus, on imagine. Une contrainte de plus. Et par ailleurs, il y a aussi cet enjeu de savoir si les logiciels en fait, qui permettent aux médecins justement de verser les documents dans le dossier médical partagé le permettent effectivement de façon simple, ergonomique, etc. Donc les députés en commission, puisqu'ils n'ont pas ensuite pu débattre de ce sujet en séance, ont adopté l'article moyennant la possibilité de sanctionner aussi du coup les éditeurs de logiciels qui ne respectaient pas du coup leurs propres obligations et ne permettaient pas aux professionnels de santé de effectivement remplir ce dossier médical partagé. Voilà, mais bon, les sénateurs de leur côté, ils privilégient sur ce sujet une logique plutôt incitative et donc ils ont totalement rejeté l'article. Donc voilà, un autre sujet dont on doit suivre les prochaines péripéties. Merci beaucoup Justine. Je prends une précision d'Alexandra sur ce fameux Z qu'on évoquait. Alexandra qui nous précise, et après avoir checké à distance, il semble qu'elle ait raison, donc merci pour cette précision. Et je la répercute que le Z 2025 n'a pas été relevé par le Sénat, seul le Z 2026 a été relevé de 2,19 à 2,29. Vous l'aurez compris, c'est évidemment des sujets éminemment techniques, et même nous, des fois, on peut être un peu imparfait dans nos réponses. Désolée. Et c'est tout à fait OK. Autre question d'Anaïs qui nous demande, parce qu'on en a parlé très brièvement, des nouvelles du futur projet France Santé de Stéphanie Rist. Qu'est-ce qu'on peut dire de France Santé à ce stade, ce qu'on en sait, son avenir, son devenir, ce qui fait objet de débat? Ça n'a pas convaincu les sénateurs qui ont été très très critiques. En fait, c'est quelque chose qui a été annoncé par Sébastien Lecornu, la création de ce nouveau réseau, et qui a été inclus dans le PLFSS par amendement. Et finalement, il me semble que ça a été rejeté. Alors c'est un sujet qui est suivi par Marie Fould, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Elle le suit très près. Il me semble que l'amendement a été rejeté
par le Sénat et le France Santé a été le principe de France Santé. Oui, le principe de France Santé. Et c'est vrai que c'est Corinne Imbert, la rapporteure de la branche maladie du texte, qui a dit en commission et en séance, non, c'est de la communication en fait, et ça ne nous intéresse pas. Donc là aussi, à voir comment ça finira dans le texte final. Effectivement, et je crois qu'il y a des acteurs qui demandaient une concertation, d'aller plus loin, d'être plus consultés en amont, d'avoir le temps de préparer peut-être ce nouveau dispositif et avec une impression dans le débat qu'ils étaient un peu saisis de cela sans qu'il y ait eu vraiment derrière vraiment concertation, préparation, réflexion en amont. Donc évidemment, Marie Fou qui suit ça pour Contexte Santé vous le racontera dans le détail dans les briefings de santé. Une question de Benoît concernant la psychiatrie et sa réforme. On est en année de grande cause nationale, ça ne vous aura pas échappé. Il semble qu'il n'y a aucune avancée, tout ayant été retoqué par le Sénat. Est-ce qu'on sait ce qui est prévu ? Est-ce qu'on peut répondre à Benoît sur la question de la psychiatrie ou pas? Ça ne fait pas forcément partie du champ de couverture de santé. C'est pour ça que je le précise, disclaimer pour Benoît. À ce stade, je ne sais pas si on peut lui apporter une réponse. Non, il n'y a pas de... Les sénateurs et députés tentent tous les ans de déposer des amendements, notamment amendements d'appel, amendements pour rallonger les moyens alloués à la psychiatrie. Mais effectivement, ça fait partie des sujets donc on ne suit pas directement à contexte et ça ne fait pas partie des sujets, en tout cas... oui, ça fait quelques années que c'est une grande cause nationale, me semble-t-il. Je ne veux pas dire d'erreur, mais que c'est pas la première année. Oui, c'est ça. Mais effectivement, ça fait pas partie des sujets prioritairement financés actuellement, ou en tout cas dont l'affichage politique montre un financement prioritaire de cette problématique-là. Merci beaucoup Aurélie. Pour aller plus loin, un papier que je n'ai pas cité encore de Contexte Santé, mais peut-être pour illustrer le propos de Diane sur l'industrie. Diane qui a écrit un papier, l'industrie sort gros guide ce week-end de débat. C'était juste après la fin des débats à l'Assemblée et il est assez éclairant pour se plonger dans ce qui se passe en ce moment, la manière dont l'industrie a réagi à ce moment-là du débat, la manière dont elle a pu adopter des positionnements, changer de ton, obtenir des concessions, un compromis dont on ne sait pas encore quel sera l'avenir. Mais voilà ce papier qu'on vous partage dans le chat. Je vais prendre une dernière question avant de rappeler ce qu'on attend des prochaines étapes. Question de Gabriel et peut-être une deuxième si on a le temps. Question de Gabriel qui nous parle d'une disposition concernant le financement de la prise en charge des ALD, des affections de longue durée en prévention. Est-ce qu'on a des informations à ce sujet ? Est-ce que ça fait partie des sujets sur lesquels on peut apporter des précisions ? Oui, ça fait partie des mesures qui étaient dans le texte en amont, donc qui étaient proposées par le gouvernement, c'est de créer un dispositif donc pré-ALD, c'est-à-dire un dispositif qui permet une prise en charge des patients qui n'ont pas une charge de soins très importante et donc qui pourraient faire partie. Et donc l'idée serait de financer un peu des parcours de soins en pré-ALD. Comme ça, des prescriptions, des choses comme ça. Donc ça a été inclus dans le texte par le gouvernement. Si je dis pas de bêtises, députés et sénateurs les ont tous deux adopté, avec des modifications à la marge, notamment pour le Sénat. Je serais assez incapable de tête de vous dire exactement lesquelles, mais je sais qu'il y a eu quelques adaptations. Il y a eu une brève lundi sur le sujet. Il y a des adaptations à la marge sur ce sujet-là. Et ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il y a globalement une opposition de la gauche, par contre, de l'hémicycle à ce sujet. Donc, il y a eu la France Insoumise à l'Assemblée nationale et les écologistes au Sénat qui eux, sont assez opposés à cette disposition, estimant qu'en fait, ça fera sortir des gens qui sont déjà en ALD du programme pour potentiellement moins financer les soins. Mais ça, c'est un débat. Mais à ce stade, la mesure a été adoptée par les sénateurs et par les députés et continue dans la navette parlementaire. Parfaite transition pour notre troisième partie où on va vous rappeler un petit peu ce qu'il faut savoir avant de se quitter pour nous projeter dans la suite une fois cette CMP donc derrière nous. Ce soir, à quoi faut-il s'attendre ? Bon, on va pas se mentir, on s'approche quand même d'un scénario qui ressemble fort à celui de l'an dernier. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'année dernière, ça s'est quand même terminé par une loi spéciale et qu'Aurélie connaît ça très bien puisqu'elle l'a suivi, et vous aussi d'ailleurs. Les prochaines étapes, à quoi elles vont ressembler ?
Aurélie. Oui, alors avant d'arriver jusqu'à la loi spéciale, donc il y a d'abord évidemment la CMP de cet après-midi. Bon, il y a assez peu de panique à bord concernant l'échec de cette CMP. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a pas eu de commission mixte paritaire conclusive sur le PLFSS depuis 2010, excepté l'année dernière. Donc c'était vraiment plutôt l'année dernière qui était une exception dans les adoptions de CMP. Et tout le monde doit s'en rappeler ici, le fait qu'elle ait été conclusive n'a pas empêché un vote d'une censure du gouvernement de Michel Barnier quelques jours plus tard, quand le texte issu de la CMP est arrivé à l'Assemblée nationale et que le gouvernement a déclenché le 49.3 là-dessus. Voilà, donc la lecture non conclusive d'une CMP, je ne vais pas dire que ça revient presque à un débat classique en fait du Parlement sur le PLFSS, mais presque, on est un peu voilà. Donc ce qui va se passer dans les prochaines étapes, donc on en parle un petit peu depuis tout à l'heure, c'est une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Pour commencer, on a déjà un calendrier, donc ça va commencer ce week-end en commission des affaires sociales. Les députés auront jusqu'à dimanche soir pour déposer leurs amendements en vue d'une séance publique qui doit démarrer le 2 décembre, donc c'est-à-dire mardi prochain, oui, ouais. C'est ça, tout à fait. Jusqu'à dimanche, ça a été ouvert, la session a été ouverte jusqu'à dimanche, avec un vote solennel qui est programmé le 9, donc c'est-à-dire mardi prochain. Voilà, et ensuite retour au Sénat pour une nouvelle lecture. Merci beaucoup Aurélie. Une fois le texte, parce que le texte va à un moment donné terminer son chemin parlementaire, c'est oui. Le texte. Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on arrive au bout du chemin ? Oui, et ben là, donc plusieurs scénarios. Donc je vous disais, nouvelle lecture à l'Assemblée, nouvelle lecture au Sénat, et là il y a plusieurs scénarios, mais alors on commence pas loin d'être faut être prudent. On va être un peu prudent dans ce qu'on avance aujourd'hui. Donc s'il y a un vote à l'Assemblée nationale, bon finalement c'est assez simple. Le Sénat soit confirme le vote de l'Assemblée, ce qui est quand même assez rare, soit il le rejette. Et à ce moment-là, on va dans une lecture définitive à l'Assemblée nationale. Elle valide le propre texte qu'elle a adopté et c'est elle qui a le dernier mot. C'est elle qui a le dernier mot. Voilà, schéma très classique. Surtout que, alors juste un petit point de précision, Sébastien Lecornu a promis de ne pas utiliser le 49.3, donc le débat peut s'étirer. Diane parlait tout à l'heure de l'entonnoir, et c'est quand même un frein à cet étirement du débat sur tous les sujets, mais en tout cas, elle peut arriver au bout de la copie et voter un texte à son issue. Si par contre l'Assemblée nationale ne vote pas de texte, là c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens où donc, le texte arriverait au Sénat. Et à ce moment-là, soit le Sénat se dit, c'est ma copie qui me revient globalement, donc je revote ma copie. Et donc on peut continuer comme ça une navette parlementaire quasiment indéfiniment. Voilà. Soit le Sénat rejette à son tour le texte, et là le PLFSS est rejeté en fait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on peut parler des autres scénarios. Les autres scénarios, effectivement, loi spéciale. Ouais. Ordonnance, tout à fait. Ce qu'on a connu l'an dernier. Voilà, et donc là, on repart dans si on arrive dans une navette parlementaire qui n'a pas de fin, ou si le texte est rejeté, il va falloir trouver une autre solution, puisque dans le cadre du PLFSS, donc c'est pas aussi exigeant que pour le PLF en matière de loi spéciale en tout cas. Nous, dans le PLFSS, il y a un article qui est vraiment obligatoire et vital pour les comptes de la sécurité sociale, c'est celui qui permet à l'ACOS, donc c'est-à-dire l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'aller se financer sur les marchés financiers, donc d'aller emprunter tout simplement de l'argent pour financer les retraites, les pensions, les hôpitaux, tout ça. Donc ça, c'est l'article finalement cœur de notre PLF, enfin en tout cas obligatoire de notre PLFSS. Et donc ça peut être intégré, on l'a vu effectivement l'an dernier, dans une loi spéciale, par exemple pour le PLF. Ça fait partie des options. Alors à ce stade, le ministère des Relations avec le Parlement avait ouvert un peu la voie à une loi spéciale, notamment sur le PLF, qui est dans une situation, je pense que nos auditeurs, téléspectateurs ont suivi un peu autrement plus complexe. Mais il y a eu un rétropédalage du gouvernement sur ce sujet en début de semaine. Mais ça, c'est la première option qu'il ne faut pas négliger, qui a déjà été utilisée. Et la deuxième option qui, par contre, n'a jamais été utilisée, c'est celle des ordonnances. Le PLFSS peut être pris par ordonnance. Le gouvernement a la possibilité de le faire, mais pas l'obligation de le faire à partir du 12 décembre, qui est le délai de 50 jours prévu par la Constitution. Mais pareil, pour l'instant, le gouvernement s'y refuse. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces explications. Le temps file à une vitesse spectaculaire puisqu'il est déjà
Midi moins 10, c'est l'heure déjà de vous dire au revoir, de vous remercier pour votre participation, de remercier Aurélie, de remercier Diane et Justine pour leurs éclairages. Merci à Samuel et Yanis pour la modération. Merci à Anne-Laure Mercier notamment et Marie Foult qui ont participé au chat. Merci à Vic et au studio Humanoïde pour son accueil comme à chaque fois. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Surtout, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction dans 1 minute. N'hésitez pas à le remplir, à nous partager vos questions, vos réactions. Ça nous aide à progresser. Et pour aller plus loin, comme à chaque fois évidemment, allez vous promener sur contexte.com et vous plonger quotidiennement dans les briefings de notre édition Sentier, parce que Dieu sait que c'est utile en ce moment quand on suit le PLFSS. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Merci encore.